Alors, Bonjour. bien, le temps, comme on dispose de très peu de temps, donc on va tout de suite reprendre donc avec cette deuxième séance qui est donc placée sous le signe de l'art conceptuel et la question de l'autorité. On verra que effectivement cette question de l'autorité est une de ces questions qui font vraiment le lien ou qui peuvent susciter des parallèles intéressants entre l'art médiéval et l'art des années 60-70. Alors, pour ma part, je comprends contemporain dans le contexte, pour rebondir sur la fin de la séance précédente, je comprends ici contemporain dans le sens assez restrictif de l'art après 45 et surtout de l'art des années 60-70. Donc, sans plus attendre, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Valérie Mavridorakis. Valérie Mavridorakis, qui est donc professeure d'art contemporain à Sorbonne Université, dont les recherches portent principalement sur l'art américain des années 60-70, en relation avec des problématiques culturelles diverses. Parmi donc ces nombreuses publications, je citerai en particulier la première collection de textes de Mel Bochner qu'elle a co-dirigée, dont elle a co-dirigé la publication avec Christophe Chéry, aux éditions du MAMCO en 2004, Mel Bochner, Spéculation écrit. Signaler également que tout récemment, la galerie Marianne Goodman a eu l'excellente idée de proposer à Valérie de préparer une nouvelle édition de son ouvrage sur Fred Sandbach, dont le titre résonnera particulièrement aujourd'hui, Fred Sandbach ou le fil d'Occam, donc paru aux éditions de la galerie Marianne Goodman en 2018. Enfin, je signalerai aussi qu'elle prépare une monographie sur l'artiste que l'on peut dire conceptuel, essentiellement, Shia Armajani, qui paraîtra bientôt. Et enfin, mentionner la co-organisation avec Iliana Parvou d'une journée d'études qui se tiendra le 22 mars, le mois prochain, intitulée « Façon de faire, les pratiques conceptuelles sont-elles manuelles ?» une journée d'études qui se tiendra à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et donc la communication de Valérie s'intitule « L'artiste conceptuel à son pupitre ». Voilà, donc 25 minutes, on va essayer de tenir sur les 25 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Larissa pour cette introduction, et donc je démarre sans attendre pour tenir le temps imparti. J'aimerais donc prendre pour point de départ ce constat. Dans l'histoire de l'art récente, rares sont les mouvements qui ont connu de réception plus paradoxale que l'art conceptuel. En effet, alors qu'il avait été aussitôt salué comme la transgression stimulante des ultimes conventions modernes définissant la production artistique, l'art conceptuel se trouva progressivement désavoué par quelques-uns de ses praticiens même, Charles Harrison, Ian Byrne ou Jeff Hall par exemple, et par ses turiféraires de la première heure, Lucy Lippard et Benjamin Bourleau notamment. Les raisons de ces palinodies sont bien connues. L'art conceptuel n'avait pas tenu les promesses sociales et politiques dont les mêmes acteurs l'avaient investi. Pire, rétrospectivement, on finissait par y reconnaître les traits de l'ennemi, dont en toute naïveté d'ailleurs admise, on avait cru qu'il pourrait le combattre, à savoir les processus de réification et de fétichisation. Pour Bourleau, en 1992, je cite, « Plus cet art réduisait les conventions de la représentation à des formes linguistiques, et plus il rendait manifeste ses étroits rapports latents avec la logique universellement régnante de l'administration. » Certains historiens ont récemment contribué à conforter cette analyse. D'autres se sont employés à la nuancer. Aussi, n'ajouterai-je aujourd'hui qu'une variante dans un corpus déjà copieux. Toutefois, ce colloque me suggère d'y procéder par la médiation, inattendue pour moi, du Moyen-Âge. Et à cet égard, je dois avertir mes collègues médiévistes que je vais faire de mes emprunts à leur domaine un usage qu'ils pourront juger fantaisiste. Mon second point de départ se situe dans le texte désormais canonique de Bourleau, de l'esthétique de l'administration à la critique institutionnelle,
texte dans lequel l'auteur analyse ses illusions. Or, s'interrogeant sur l'assèchement du legs progressiste des avant-gardes dans des procédures conceptuelles perçues comme bureaucratiques, Bourleau cite Sol LeWitt, ici traduit par Claude Jeans. C'est la dernière phrase du texte que vous avez sous les yeux en anglais. L'artiste sériel ne cherche pas à produire un objet beau ou mystérieux. Il fonctionne simplement comme un commis aux écritures consignant les résultats de ses prémices. Le mot anglais, clerk, traduit dans son sens moderne, montre l'artiste sériel en une sorte de monsieur Bougrand, l'employé de bureau de Huysmans. Et c'est d'ailleurs ainsi que Bourleau l'entend. Mais je proposerais de prendre ce terme au sens médiéval et de faire du clerc sériel un moine copiste, postulant qu'une telle substitution est susceptible d'éclairer l'art conceptuel sous un jour différent. Cette hypothétique manière médiévale d'être un artiste conceptuel me conduit à la première publication du texte de LeWitt, la revue en boîte intitulée Aspen, précisément son numéro 5-6, conçu en 1967 par Brian O'Doherty, lui-même artiste et critique. Une nouvelle boîte, donc. En forçant à peine le rapprochement, on pourrait dire que cette boîte contient une sorte de lectionnaire de l'art conceptuel. Outre un labyrinthe en kit de Tony Smith, on peut y trouver des enregistrements sonores et visuels, des partitions, des fictions, des textes poétiques, théoriques, des œuvres textes. Soit une véritable liturgie de la culture du moment, sous le patronage affiché de Mallarmé et sous celui implicite de Duchamp, via ses propres boîtes et sa fameuse délégation créative aux regardeurs, ici étendue aux lecteurs-auditeurs. Je considérerai, pour structurer ma réflexion, 3 des essais que contient la boîte. Ceux de George Kubler et de Susan Sontag vont me servir à soutenir ma transposition temporelle. Sur celui de Barthes, je reviendrai in fine. Dans la foulée de The Shape of Time, paru quelques années auparavant, le texte de Kubler synthétise sa conception de l'histoire de l'art en comparant l'écriture à l'acte de peindre un tableau, soit un ensemble d'opérations qui consistent à composer avec des schèmes et des conventions de représentation et qui supposent de sélectionner à la fois ce que l'on choisit de représenter et le mode de figuration approprié. Comme on sait, Kubler ne considère pas les œuvres d'art comme des objets uniques, pas plus que pour lui, elles n'occupent de place fixe, ni dans le temps, ni dans l'espace. Toute œuvre d'art est un fragment d'une unité plus large, un point dans une séquence temporelle élastique, ou encore, ajoute-t-il ici, un faisceau composé de différents âges, subtilement reliés à beaucoup d'autres œuvres, anciennes et nouvelles, par un réseau d'influences entrantes et sortantes. Il n'en faut pas plus pour tenter une approche anachronique ou chronoclaste de l'art conceptuel que vient à son tour encourager plus nettement encore l'essai de Susan Sontag, intitulé « L'esthétique du silence », et sur lequel je vais m'attarder quelques instants. Dans ce texte, l'auteur discerne dans la culture du moment, emblématiquement dans ce que contient la boîte, un art travaillé de l'intérieur par une tentation du silence. Non pas que cet art soit muet, au contraire, comme le formule son bel oxymore, il bruit de ses multiples appels au silence, mais que, dans sa spiritualité propre, il tourne le dos à l'expression individuelle au profit d'une neutre objectivité, à la virtuosité au profit de la faiblesse de ses moyens, au discours conventionnel au profit d'une mise en doute du langage rationnel et logique. Sontag assimile ces mouvements conjugués à une ascèse et situe l'esthétique du silence dans la proximité du mysticisme médiéval
se référant à Denis l'Aéropagite, à Maître Eckhart, à Jacob Böhme et surtout à l'anonyme nuage d'inconnaissance du XIVe siècle. Par-delà les moyens d'une via negativa, d'une méditation et même d'une ordalie auto-infligée, l'art se dépouille des valeurs antérieures et tend à un absolu délivré du sujet. Notons qu'une telle interprétation enthousiasma probablement Lewitt, qui 2 ans plus tard ouvrira ses Sentences on Conceptual Art par un énoncé qui laissera bien des lecteurs perplexes. Cet énoncé est connu, les artistes conceptuels sont des mystiques plus que des rationalistes. Ils s'élancent vers des conclusions que la logique ne peut atteindre. Introduire du silence dans l'art peut consister à prêter attention aux choses les plus humbles. C'est ce que font des artistes comme John Cage. Cela peut également porter d'autres artistes à interroger leur insatisfaction vis-à-vis du langage, raison pour laquelle ils seraient tentés de se taire, mais en vertu de laquelle ils continuent néanmoins à utiliser des mots. C'est ce que met en jeu Lewitt dans son Serial Project One d'Aspen Magazine. J'aimerais maintenant vérifier comment le vu et le lu s'y articulent et avec quels effets, et j'intitulerai ce point la lectio conceptuelle. La contribution de Lewitt, véritable prototype de ses futurs livres d'artistes, fait alterner, à l'intérieur de cadres noirs et carrés, du texte, des diagrammes, des photographies en noir et blanc de chaque item de sa série. Il se termine par une double page montrant l'œuvre dans l'espace réel et des croquis assortis de calculs. L'ensemble rend transparent la conception et le déploiement logique de la série. Le but de l'artiste n'est pas d'instruire le spectateur, mais de lui fournir de l'information, écrit Lewitt en préambule, ajoutant cependant que le spectateur comprenne ou non cette information est accessoire pour l'artiste. Celui-ci ne peut prévoir la compréhension de tous ses spectateurs. Ainsi, Lewitt s'adresse-t-il à ses spectateurs, qu'il appelle viewers, en les invitant non pas à regarder, mais à lire, read, sa pièce comme un texte, conscient que tous n'y parviendront pas et s'en moquant. Or, dans son fascicule, l'œuvre s'avère plus lisible à la faveur des images que du texte lui-même, qui pourtant fournit une information équivalente. Non pas que l'expression de l'auteur soit compliquée, au contraire, ses phrases sont concises et claires, mais les pavés de lignes énonçant froidement le développement logique des éléments, leurs permutations, leurs mesures, leurs groupements, ne facilitent guère la compréhension. En l'absence de pause visuelle, les mots, les chiffres, les lettres et les signes finissent par composer des blocs dont l'intellection exige une patience ruminatio qui n'est pas si éloignée de la lecture alto-médiévale, alors une lente et pénible activité en raison de l'écriture continue. Vis-à-vis du texte de Serial Project One, j'oserais même détourner la distinction de Cassiodore entre une cedula lectio, ici pratiquée par ceux qui s'emploieraient à analyser finement la logique du fascicule dans le rapport texte-image, et une simplicissima lectio, celle de la majorité des lecteurs moins patients. Deux modes de Taquité Léguéré, toutefois, pour cet objet contemporain. À propos de la période du Haut Moyen-Âge, Armando Petrucci relève qu'on ne cherchait pas à abréger les temps de lecture, qu'on faisait plutôt tout pour maintenir une lecture lente, attentive, quasi annonante. C'était en fin de compte, écrit-il, le résultat d'une conception dans laquelle l'écriture n'était pas au service de la lecture, mais trouvait son but en elle-même. De la même manière, l'adresse de bien des œuvres conceptuelles qui utilisent l'information comme médium s'avère exigeante, sinon vaine parfois. De fait, Sontag relève déjà, en 1967, le caractère élitiste de son esthétique du silence. Dans la mesure où le meilleur art se définit par des visées essentiellement sacerdotales, affirme-t-elle,
il présuppose et confirme l'existence de laïcs relativement passifs, jamais vraiment initiés, voyeuristes, régulièrement convoqués pour regarder, écouter, lire ou entendre, puis congédiés. Dans son introduction aux différents éléments qu'il a rassemblés dans la boîte, O'Doherty, sous le pseudonyme de Sigmund Bode, évoque d'ailleurs une situation dans laquelle les personnes, les choses, les abstractions deviennent simplement des noms, nouns au sens d'unité lexicale. Selon lui, tous ces éléments, ainsi objectivés, se trouvent reliés par une grammaire invisible, impliquant des langages inventés non encore déchiffrés, pour le citer. Ce qui résonne notamment avec la contribution de Mel Bochner, qui associe l'idée du carré magique au langage binaire de l'informatique et joue avec la translucidité de feuilles de calque, non sans évoquer un vitrail. Autant d'exemples précoces de démarches conceptuelles montrant qu'il était difficile d'y entrevoir des possibilités accrues d'action communicationnelle, pour citer Bourleau. Dans mon point suivant, je proposerai d'entrer dans le scriptorium des artistes afin d'envisager les conséquences de cette cléricature que je leur ai attribuée. L'artiste conceptuel écrit à la main ou tape à la machine. Mais quelle que soit sa technique d'écriture, il passe beaucoup de temps à sa table. Ainsi travaille-t-il assis, se livrant à des tâches souvent fastidieuses. Dans sa catégorie, les images de l'artiste au travail n'abondent pas. Si les photographies des peintres face à leurs toiles ou des sculpteurs installateurs parmi leurs œuvres sont nombreuses, le bureau de l'artiste conceptuel est plus rarement documenté, encore moins voit-on l'artiste en action. Mais quelle action ? La vision de l'artiste immobile, penché sur ses activités scripturaires, n'a rien de photogénique. Coupé en deux, l'artiste assis est un demi-artiste, dont seul le haut du corps est actif et encore est-ce peu manifeste. Qui plus est, cette vision force à assimiler la création à la monotonie tâcheronne du commis aux écritures. Le moine scribe conceptuel, cependant, s'il n'effectue pas de gestes spectaculaires, substitue l'endurance et l'obstination qui le rivent à sa table à l'héroïsme de la verticalité. On pourrait dire, avec Jacques Le Goff, qu'en s'humiliant dans le travail, il l'élève. Certes, Pollock avait couché sa toile au sol, mais il la dominait de tout son corps en mouvement, comme Carl André ses sculptures. Le même André ne se montre pas devant sa machine à écrire ou ses blocs de papier quadrillé composant ses poèmes. Les gestes du scribe sont précis, mais petits et sans emphase. Un peintre qui détruit ses toiles passe pour un perfectionniste exalté. On n'a jamais parlé d'un artiste conceptuel qui aurait jeté des rames de papier entières à la poubelle. D'ailleurs, l'artiste conceptuel exhibe ses erreurs et ses hésitations, puisqu'il valorise non pas les mouvements de son corps, mais ceux de sa pensée. Paul Zumthor relève que le rouleau antique se déployait comme la voix, comme la vie, de son début à sa fin, sans que ses extrémités soient simultanément perceptibles. En revanche, poursuit-il, le codex engendre un ordre abstrait indiscutablement et totalement présent, espace microscopique autonome. Or, dans l'art conceptuel, la mesure d'un monde aux dimensions de la table autorise un type d'ordre abstrait particulier qui se rapporte justement au temps vécu. Ainsi, l'espace rectangulaire du folio ou de ce qui en tient lieu, en se multipliant jour après jour, renoue-t-il métaphoriquement avec la linéarité du rouleau. Onkawara, par exemple, a documenté les différentes étapes de la réalisation de ces date paintings. Les dates, la police de caractère, et si peu que ce soit les couleurs, changent. Mais les gestes restent les mêmes.
pourvu qu'il y ait une table pour qu'ils puissent opérer leur inscription calendaire. Ainsi en est-il également de Anne d'Arboven, qui, elle, remplit non pas des toiles vierges, mais des agendas imprimés de ses annotations quotidiennes. Certains artistes conceptuels écrivent pour apposer la marque du temps sur une surface. Parfois encore, la page n'est qu'un territoire dont il s'agit de prendre la mesure en l'investissant d'une pseudo-écriture qui tourne à vide et ne vaut que par le résultat visuel d'un geste unique et mécaniquement répété. Allégorie de son art et de sa vie, le bureau-monde de Anne d'Arboven, prélevé de sa salle d'écriture du temps, comme elle appelait son atelier, finira en exposition en tant que son conceptacle, pour employer le mot valise inventé par Ponge à propos de sa propre table. Mais si l'artiste conceptuel est un marqueur du temps, un artisan du graphène, il n'est pas pour autant l'un de ces moines peu lettrés du haut Moyen-Âge qui, mieux préparés à l'écriture qu'à la lecture, copiaient les textes sans les comprendre. Le fait est qu'en écrivant, le scribe contemporain lit en quantité. Tout en consultant ses dictionnaires, en copiant ou en prélevant les citations et les fragments qui formeront la matière de ses poèmes ou pièces verbales, il nourrit son esprit et rumine l'enseignement de sa transcription, ainsi que le prônait Cassiodore. Par là, son travail manuel acquiert une valeur intellectuelle alors même qu'il n'invente pas les phrases qu'il s'approprie. Par ailleurs, comme dans le codex médiéval, l'écriture de l'art conceptuel relève souvent d'une compilation qui obéit à des logiques fluctuantes, autant de variances et de remaniements aboutissant à des recréations. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui portera sur l'octorialité. La figure du clerc médiéval permet, je crois, de reconnaître à l'art conceptuel et à ses usages de l'écrit deux qualités historiques. D'abord, d'un point de vue spatial, cette autre de mesure du monde qui est celle de la table puis de la page entraîne une vertigineuse réduction d'échelle et de moyens. À cet égard, et surtout dans le contexte américain, l'art conceptuel est une pratique d'humilité, une manière radicale de renoncer à l'héroïsme du grand art, à ce que Robert Morris appellera plus tard, auto-sarcastiquement, l'effet Wagner de l'art américain. Un tel renoncement concentre sur de petites formes l'exigence esthétique, sans pour autant l'annuler, la déplaçant seulement dans d'autres procédures, compétences ou même savoir-faire, situés en marge des médiums classiques, entre autres dans la graphie et la photographie. Par ailleurs, contrairement au commis aux écritures, le moine scribe conceptuel sélectionne, découpe, recompose, réinvente des contenus ou crée des écritures blanches. Quels qu'en soient les modes, son graphène n'est jamais coupé du sens qu'il entend porter. De ce point de vue, le clerc conceptuel, comme Saint-Éloi, est tout autant un artifex qu'un savant. Cela étant, de telles procédures portent à ses limites la notion d'auteur, mais pas celle d'artiste. Or, pour y revenir enfin, si le numéro 5-6 d'Aspen Magazine est resté célèbre, c'est surtout parce que la mort de l'auteur de Roland Barthes y a trouvé en anglais sa première publication. Dédiée à Mallarmé, et rempli d'œuvres de scripteurs qui n'ont plus en eux, je cite Barthes, passion, humeur, sentiment, impression. Mais cet immense dictionnaire où il puise une écriture qui ne peut connaître aucun arrêt, la boîte fournit au propos de Barthes sa caisse de résonance parfaite. Célébrant l'écriture de ce nouveau scripteur débarrassé du règne de l'écrivain moderne, la mort de l'auteur contribue à finir de nouer le lien qui relie le scribe prémoderne au scribe conceptuel ou postmoderne, qui l'un et l'autre copient. On pourrait objecter que les artistes que j'ai évoqués, Bockner, Darboven ou André, citent, empruntent ou collectent plus qu'ils ne copient pour copier.
Encore qu'il soit possible de trouver des exceptions dans leur génération, tel Sia Armajani, qui en 69 repasse au stylo noir, lettre à lettre, mot à mot, ligne à ligne, les 5 doubles pages du cahier spécial Lune du New York Times, daté du 21 juillet de la même année. Inspiré par le soufisme et par la tradition scripturaire persane, Armajani a depuis lors intensément copié les textes qui ont fait impression sur sa pensée. En les méditant, tel un derviche le Coran ou tel un moine les saintes écritures, il s'agit pour lui, par imprégnation, d'élever sa pensée. Mais comme chez ses prédécesseurs, ces retranscriptions produisent des déplacements. Ici, sa spatialisation du texte ne respecte du Patterson de William Carlos Williams ni la césure des vers, ni les transcriptions du vers à la prose. Qui plus est, Armajani ajoute au poème des éléments figurés qui entrent en tension avec son contenu. Ce qui se manifeste cependant dans la barthésienne mort de l'auteur, tout comme dans les miscellanées conceptuelles et dans la translatio de leur emprunt, est peut-être une mélancolie que l'on pourrait rapprocher, avec Jacqueline Cerchiglini-Toulet, de la littérature du XIVe siècle. Cerchiglini-Toulet nous dit en effet, des écrivains de cette période, qu'ils enduraient le sentiment poignant d'être des successeurs. Ainsi cite-t-elle Martin Lefranc. « On a fait tant de choses qu'on ne sait désormais à quoi s'amuser. On a fait des textes, il faut maintenant passer son temps à composer des gloses. » Au XIVe siècle, l'image du glanage s'impose pour évoquer la tristesse du déjà dit, quand l'emprunt devient alors une technique de composition, comme on le voit revenir chez les artistes conceptuels. Des siècles plus tard, donc, la crise postmoderne de l'originalité octoriale conduira la génération qui suit les primo-conceptuels à copier pour copier. Parmi bien des exemples, on peut citer celui d'Alan Ruppersberg, qui en 1973 produit son propre manuscrit du Walden de Sorrow. Le récit est recopié sur des feuilles de papier libre enfermées dans un coffret de cuir figurant un livre. Sur le dos est inscrit le nom de l'auteur, celui du copiste lui-même. De la même manière, Gérard Collin-Thiébaut, dont l'activité de scribe remonte à 85 avec la transcription manuscrite intégrale de l'Éducation sentimentale de Flaubert, entreprend, le jour de ses 50 ans au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, de copier à la main les 16 847 pages du journal intime d'Henri-Frédéric Amiel. À ce jour, 75 cahiers ont été remplis, tous formellement identiques. Mais contrairement à Ruppersberg, dont la tâche était beaucoup moins importante, Collin-Thiébaut ne pourra probablement pas venir à bout de son objet. Copiste dilettante plus que bénédictin discipliné, il pressent que sa vie ne saurait suffire à accomplir son projet. Qu'importe, puisque celui-ci l'a rempli. Dans un cas comme dans l'autre, en signant sa reproduction manuscrite, l'artiste s'affirme comme un méta-auteur. D'un déjà dit, il fait œuvre avec l'obstination du successeur. Susan Sontag voyait de l'ironie dans le procédé des esthètes du silence, dans leur manière d'aller à rebours des attentes de leur public, sinon de l'exaspérer par leur jeu contradictoire. Une ironie qui, selon elle, allégeait la gravité de leur transgression. À la fin de son essai, elle se demandait cependant si une telle ironie n'essoufflerait pas l'art, se payant alors du prix du désespoir. Certaines réactions postérieures vinrent confirmer son intuition. Il me semble, pour conclure, que la transposition du commis aux Écritures en un clerc médiéval permet de dégager l'art conceptuel du carcan idéologique dans lequel on l'a souvent enfermé. Asseoir le scribe conceptuel au même pupitre que le copiste médiéval, c'est d'abord les voir ensemble s'adonner à la recherche d'un art sans vanité. Et cela, aujourd'hui comme hier, ne représente pas le moindre des sacrifices.
Inscrire l'art conceptuel dans une longue durée permet également de le situer dans l'histoire des récurrences mélancoliques plutôt que de le considérer comme l'ultime rupture à jamais inaccomplie de la modernité. Et c'est peut-être déjà lui épargner de mauvais procès. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette communication absolument remarquable. Je propose que l'on garde les questions pour la fin. Et je pense qu'on va être obligé de déborder probablement jusqu'à 13h15. Ce qui fait que j'aimerais proposer peut-être à Charlotte, Éric et Isabelle qu'on reprenne peut-être plutôt à 14h45, 15h tout à l'heure. Enfin bon, voilà. Donc, merci infiniment. Donc, je vais maintenant passer la parole à Elliot Adam. Donc, Elliot Adam, qui est doctorant contractuel en histoire de l'art médiéval à Sorbonne Université, où il prépare depuis 2016, sous la direction de Philippe Lorenz, une thèse intitulée « De blanc et de noir, la grisaille dans les arts de la couleur en France à la fin du Moyen-Âge, 1380-1530 ». Ces recherches portent sur les peintres et enlumineurs de la fin du Moyen-Âge et la matérialité des pratiques artistiques à travers l'usage des pigments. Je voudrais signaler la parution en mars prochain chez Brépol d'un volume d'un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Sandra Hidman et dont le titre est « Au prisme du manuscrit ». Donc on reste toujours dans cette question de la lecture et de l'écriture. « Au prisme du manuscrit, regard sur la littérature française du Moyen-Âge, 1300-1550 ». Et enfin, juste apporter une modification, une correction au titre de sa communication, puisque donc le titre exact est « Qui était Jean Fouquet pour François Robertet? Une question d'autorité dans l'art de la fin du Moyen-Âge ». Voilà, donc je passe la parole à Elliot. Est-ce que... Alors, j'essaie juste de vérifier que ça fonctionne. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup, Larissa, de cette introduction et merci également aux organisateurs d'avoir bien voulu accepter cette communication. Et donc, j'entame directement pour essayer de tenir le délai imparti. Car il me semble donc que depuis les premiers ready-mades, la délégation de l'exécution de l'œuvre d'art constitue l'une des critiques que le public adresse parfois, et même assez souvent, à l'égard d'une partie de la création contemporaine. Nombreux sont ceux à considérer en effet que le caractère artistique d'une œuvre réside avant tout dans ses qualités plastiques, sa virtuosité technique et son caractère autographe. Faute de médiation, ces clés de lecture s'avèrent parfois inadaptées pour apprécier les intentions divergentes de bon nombre d'artistes qui, depuis les années 1950, explicitent le primat du concept, de l'idée et de l'intention sur l'exécution de l'œuvre d'art. L'histoire de l'art s'est en partie constituée sur le modèle vasarien d'une histoire des artistes, faisant primer l'individu sur le contexte social de son activité. L'anonymat dans lequel nous sont parvenus la plupart des œuvres de la fin du Moyen-Âge a imposé, peut-être ici plus qu'ailleurs, de recourir aux méthodes attributives du connoisseurship pour restituer les identités nécessaires à l'écriture de cette histoire. Le connoisseurship est une compétence empirique qui vise à reconnaître par intuition la main qui exécute l'œuvre. L'intuition est ensuite corroborée par l'expérience et par la comparaison d'œuvres de la même main, supposées donc être du même artiste. Le corollaire de cette démarche est l'adoption d'une hiérarchie de valeurs qui écarte la copie, la réplique et la variante de l'original et divise le corpus d'un artiste selon son degré d'autographie, du maître aux membres de son atelier et de son entourage à ses suiveurs. De récents travaux démontrent pourtant combien des peintres tels que Cranach, Titien et Rembrandt pouvaient revendiquer de leur vivant l'authenticité et l'originalité d'œuvres qu'ils n'avaient en fait pas peintes de leurs mains. Ce constat peut-il être étendu à l'art de la fin du Moyen-Âge? À première vue, il n'est pas contredit par les documents et les œuvres qui renseignent le peu que nous savons du fonctionnement d'un atelier médiéval. Statuts et contrats invitent parfois le peintre à faire ou faire faire un ouvrage, tandis que les valets d'un peintre de cour peuvent être rémunérés pour avoir œuvré au tableau qu'il peint. Or, si la délégation de l'exécution ne constitue pas a priori un problème juridique ou moral, il reste à établir la nature des procédés par lesquels l'identité de l'auteur d'une œuvre d'art pouvait, dès la fin du Moyen-Âge, être revendiquée, reconnue et renommée de son vivant.
Cette question interpelle donc le peu que nous savons, à ce jour, de l'autorité de l'artiste au Moyen-Âge. L'autorité ou auctorialité est ici entendue dans l'acception du terme anglais authorship, dont les spécialistes de la littérature, et notamment Jacqueline Sergini-Toulet, investissent de longue date la figure avec laquelle donc ces spécialistes investissent la figure de l'auteur-écrivain. Selon nous, envisager l'autorité d'un artiste revient à déterminer d'abord la façon dont il peut revendiquer la réalisation de ses œuvres, que leur exécution soit ou non déléguée. Ensuite, la façon dont sa main peut être reconnue par ses pairs, ses clients et ses contemporains. Et enfin, la façon dont la mémoire de son art et de son nom peut être sollicitée et transmise par d'autres artistes et leur propre clientèle. La méthode ici introduite procède donc aussi bien des résultats que d'une forme d'archéologie du connoisseurship, dont elle renverse cependant l'approche pour prêter à l'artiste et à ses clients un rôle actif dans la constitution, la recherche et la diffusion d'une identité artistique. Il ne s'agit alors plus seulement de déterminer qui est l'auteur d'une œuvre d'art, mais de comprendre par qui, au nom de qui et dans quelles circonstances une œuvre est réalisée. Ainsi, au lieu d'écarter les œuvres de l'atelier ou de l'entourage de l'étude du corpus autographe de l'artiste, l'enquête auctoriale accorde à ces témoins devenus marginaux un rôle de premier plan pour apprécier ce qui fait la cohésion d'ensemble d'une production dont l'exécution est pourtant disparate. Ces caractères reconnaissables, partagés et donc transmis peuvent alors nous suggérer ce que l'œil du XVe siècle pouvait apprécier comme la main d'un artiste. Natif de Tours, Jean Fouquet est encore jeune lorsqu'il reçoit à Rome la commande du portrait du pape Eugène IV entre 1443 et 1447. Les premières œuvres certaines qu'on lui connaisse suivent son retour à Tours vers 1450. Peintre de tableaux et de miniatures, Jean Fouquet produit également des dessins, des émaux et des vitraux, tandis qu'il conçoit des tapisseries, des sculptures et des tableaux vivants. L'artiste occupe une position éminente auprès du roi Charles VII, mais il n'apparaît comme peintre du roi qu'à partir de 1475, sous le règne de Louis XI. Encore vivant en 1478, Jean Fouquet meurt avant 1481. Il laisse à Tours une veuve et des héritiers, parmi lesquels devaient figurer ses fils, Louis et François Fouquet, peintres eux aussi, selon le témoignage tardif que livre Jean Brèche vers 1553. Comme la plupart de ses contemporains, Jean Fouquet est ensuite oublié. Au début du XIXe siècle, le livre d'heures démembré d'Étienne Chevalier suscite l'intérêt d'un cercle restreint d'amateurs. Le nom de l'artiste est redécouvert vers 1830 dans l'ex-libris d'un manuscrit des Antiquités judaïques conservé à la Bibliothèque nationale. Rédigé entre 1488 et 1503 par François Robertet, il indique que le manuscrit compte 3 histoires de la main de l'enlumineur du duc de Berry et 9 autres, en fait 12, de la main du bon peintre et enlumineur du roi Louis XI, Jean Fouquet, natif de Tours. Les Antiquités judaïques deviennent alors la pierre angulaire de la reconstitution de son œuvre. Deux instants consacrent la rencontre de l'œuvre retrouvée de Jean Fouquet avec le public parisien. L'exposition des primitifs français en 1904, dont l'affiche a disparu, et celle des chefs-d'œuvre de l'art français en 1937. La vision synthétique des volumes géométriques simples dont témoigne ici la Vierge d'Anvers suscite, dans la première moitié du siècle, l'intérêt de plusieurs artistes. Vers 1910, Robert Delaunay dote l'une de ses tours Eiffel des rideaux du portrait de Charles VII qu'il appréciait, mais dont il dit qu'il ne l'aime plus désormais, tandis qu'en 1918, Juan Gris rend hommage à cet homme simple de Touraine, attablé avec un verre de vin, un peu de fromage et un morceau de pain. Mais nous passerons sur ces rapports formels, déjà envisagés par François-René Martin, pour aborder la question qui concerne cette communication. En 2003, la BNF consacre à Jean Fouquet une exposition monographique d'ampleur dirigée par François Avril. Durant sa préparation, celui-ci reconnaît, dans une dizaine de manuscrits du corpus supposé autographe de l'artiste, une autre main que la sienne. Le catalogue introduit la personnalité de cet alter ego qu'il propose d'identifier à Louis ou François Fouquet, fils du peintre et peintres eux aussi, selon donc le témoignage de Jean Brèche. Faute de pouvoir préciser cette intuition, l'artiste est nommé d'après un manuscrit du Boccace, conservé à Munich, où s'incarne le mieux son art. En quoi consiste cet art ? Son assimilation accomplie de celui de Fouquet trompe l'œil,
qui ne le distingue vraiment qu'à l'examen rapproché de sa facture, de son style et de sa palette. Il révèle des figures plus épaisses, dont le canon trapu se retrouve dans les visages rustaux, moins individuels, moins raffinés que ceux de Jean Fouquet. Là où son maître favorisait la solennité de l'instant, à la vision crue des effets de la bataille, le maître du Boccace aime, comme ici, mettre en scène des morts sanglantes et cruelles. La vision collective qui, chez lui, prime l'individu, se lit dans les foules à peine esquissées qui habillent le paysage, noyées dans une nuée cendrée qui traduit leur distance. En revanche, les protagonistes au premier plan arborent des drapés pastels, dont les plis secs et ombrés s'opposent encore au gonflement cylindrique de l'étoffe, toute poudrée d'or, si chère à Jean Fouquet. En 2003, dans un coup de théâtre dont l'audace a été saluée, François Avril reconnaît la main du maître du Boccace dans les miniatures des antiquités judaïques. Celle-là même dont François Robertet disait pourtant entre 1488 et 1503 qu'elles étaient peintes de la main de Jean Fouquet. Sans contester une attribution dont l'évidence impose l'adhésion, ce désaccord invite plutôt à faire dialoguer l'œil du spécialiste du XXIe siècle et l'œil de l'amateur du XVe siècle pour estimer ce que pouvait signifier, selon ces termes et du temps de François Robertet, la main de Jean Fouquet. Une fois établie la capacité de François Robertet à juger de cette main, il conviendra d'envisager les ressorts de la revendication octoriale de Jean Fouquet pour enfin observer comment, à partir de la fin des années 50, l'autorité du peintre pouvait parfois primer la délégation de certaines de ses œuvres au maître du Boccace de Munich. Il convient donc en premier lieu d'établir la capacité de François Robertet à juger de l'art de Jean Fouquet. On s'accorde à considérer que Jean Fouquet entame vers 1460 l'enluminure d'un livre d'heures, peut-être destiné à Antoine Raguier, trésorier des guerres de Charles VII. À sa mort, en 1468 ou peu avant, ce livre de prières à l'usage des laïcs passe aux mains de Jean Robertet, père de François Robertet, et lui-même secrétaire du roi Louis XI. Vers 1470, Jean Robertet fait achever la décoration du manuscrit à la devise de son épouse Louise Chauvet par l'enlumineur Jean Colombe, lui-même formé dans l'atelier de Jean Fouquet. En 1469, Jean Robertet est fait greffier de l'ordre de Saint-Michel que Louis XI vient d'instituer. Cette charge lui impose, selon l'article 27, de faire réaliser 2 livres des statuts de l'ordre, au début desquels doit figurer une histoire représentant le roi et les 15 chevaliers de son ordre. Or, c'est à Jean Fouquet que le greffier Jean Robertet commande l'enluminure du seul des 2 manuscrits cités à nous être parvenus. Représenté ici derrière le roi, il fait l'objet d'un portrait dont la vérité renseigne leurs connaissances respectives. Sans doute les fils de Jean Robertet étaient-ils aussi coutumiers du peintre. Une lettre, envoyée de Naples en 1495 par un secrétaire du roi Charles VIII au duc de Bourbon, rapporte comment le roi séjourna à Poggioreale dans une demeure telle que le beau parler de maître Alain Chartier, la subtilité de maître Jean Demain et la main de Fouquet ne sauraient dire, écrire ni peindre. La plupart des lettres du recueil ayant été contresignées par Florimond Robertet, frère cadet de François et lui-même secrétaire du roi, on peut penser qu'il était aussi l'auteur de cette savante comparaison. La mention de la main du peintre à l'égal du beau parler du grand rhétoriqueur du règne de Charles VII qu'était Alain Chartier et de la subtilité de Jean Demain, auteur du non moins célèbre roman de la Rose, renseigne l'estime dans laquelle pouvait être tenue l'éloquence du peintre. Florimond avait-il hérité de son père le livre d'heures d'Antoine Raguier ? La question se pose alors qu'en 1532, Michel Gaillard de Longjumeau, sa veuve, décrit pour seul manuscrit de l'inventaire des objets d'art de leur château de Bury la belle paire d'heures que mon cher Florimond me donna aux étrennes d'il y a 2 ans, imagée et embellie à tous les commencements des prières, de la plus délicate enluminure qui se voit. Après tout, il n'était pas si fréquent d'imager et d'embellir ainsi le début de chacune des prières d'un livre d'heures, suffrage compris, d'une seule enluminure, de la façon si délicate des heures Raguier Robertet. Mais cette identification ne peut ici qu'être suggérée. Quel qu'en soit l'auteur, la description de la villa de Poggioreale supposait à son interlocuteur une connaissance au moins égale de ce qu'était la main de Jean Fouquet. Cela ne surprendra pas, venant de Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon de 1488 à 1503, et lui-même possesseur des antiquités judaïques. C'est lui qui chargea François Robertet d'apposer à la fin de certains manuscrits de sa librairie un ex-libris détaillant toute sa titulature. En revanche, on doit la description bien informée de sa décoration au zèle et à l'érudition personnelle de son secrétaire, qui, par exemple,
ne s'attarde pas à commenter la décoration d'autres manuscrits, tels que la Bible moralisée de Jean le Bon. En dépit des apparences, l'enluminure des antiquités judaïques ne doit rien aux Bourbons. C'est Jean de Berry qui commande la copie en 2 volumes et la première campagne d'enluminure du récit de Flavius Joseph, qu'il laisse inachevé à sa mort en 1416. Vers 1470, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, entreprend de compléter la décoration des 2 volumes qu'il avait probablement hérité de son père. En commandant l'œuvre au peintre le plus en vue de la cour, il avait peut-être l'ultime espoir de regagner les faveurs du roi. Espoir déchu, en 1476, Jacques d'Armagnac est arrêté pour trahison et exécuté l'année suivante. Ces livres, saisis, sont partagés entre Louis XI, Pierre de Beaujeu et Jean Dumas. Si le sort du second volume nous échappe jusqu'au 1750, le premier passe peut-être par Amboise, puis gagne enfin, à une date inconnue, la librairie ducale de Moulins. Ainsi, lorsqu'à la fin du XVe siècle, François Robertet ajoute à la marque de propriété du duc la distinction des mains responsables de la décoration du manuscrit, il ne valorise pas seulement son pédigré, allant du duc de Berry, prince bibliophile par excellence, au roi de France. Faute d'être bon comptable, François Robertet affirme sa compétence à qualifier l'art de 2 mains distinctes, dont il reconnaît avec certitude la deuxième comme étant celle de Fouquet. Car c'est bien de certitude dont il s'agit. Se risque-t-il à nommer l'enlumineur du duc de Berry, ou ailleurs Jean Pucelle? Non, ici, la fréquentation du peintre par son père, la présence de longue date des heures Raguier dans sa famille, confèrent à François Robertet une expérience suffisante pour l'assurer que son initiative ne sera pas démentie. Et pour cause, elle ne fut démentie qu'en 2003, lorsqu'on reconnut, après François Avril, que la main en question était en fait celle d'un collaborateur de l'artiste. Les arguments avancés pour justifier l'erreur de Robertet peinent toutefois à convaincre. On a d'abord insisté sur la date tardive de l'ex-libris, à poser 20 à 30 ans après la décoration du volume. Pourtant, à la même époque, la main de Jean Fouquet rivalisait encore avec le beau parler d'Alain Chartier. On a surtout fait valoir que la filiation stylistique de Jean Fouquet et du maître du Boccace de Munich, preuve pour François Avril de l'identité de ce dernier à François ou Louis Fouquet, autorisait bien François Robertet à confondre le père et le fils. Mais si dès la fin du XVe siècle, François Robertet ne distinguait plus l'art de François ou Louis de celui de Jean Fouquet, comment s'expliquer que Jean Brèche leur fasse encore une réputation de peintre vers 1553 ? La question mérite selon nous d'être abordée selon un autre angle, qui implique d'établir la marge laissée par Jean Fouquet à l'affirmation de l'autorité du maître du Boccace, marge qui nous paraît avoir été extrêmement réduite jusqu'au tournant des années 1470. Ouvrir la discussion implique d'abord d'envisager la revendication octoriale par laquelle la main de Fouquet put acquérir de son vivant une renommée aussi considérable. Jean Fouquet, nous le disions, est encore jeune lorsqu'il peint à Rome entre 1443 et 1447 le portrait du pape Eugène IV. L'œuvre nous est connue de manière partielle par une gravure et une copie peinte au XVIe siècle. Ici, Jean Fouquet renonce au portrait de profil inspiré de la numismatique que privilégiaient alors les pontifes. Il propose de donner l'image dynamique d'un pape, vu de 3/4, coupé à la taille, qui s'accoude fermement au rebord d'une table. Une lumière puissante frappe le côté gauche de son visage et révèle des traits burinés, des chairs fatiguées, mais un regard volontaire et plein de vie. L'œuvre a marqué les contemporains romains du peintre. Ainsi, vers 1460, son ami Philaret rappelle son talent à dessiner d'après nature et à donner au pape Eugène la semblance de la vie. Vers 1470, le dominicain Francesco Florio recommande à son ami de constater à son tour, dans le portrait du pape Eugène, la façon transparente du portrait du pape et le pouvoir du pinceau de Jean Fouquet à créer, tel Prométhée, des figures vivantes. Bien avant le pape Eugène IV, la capacité de Fouquet à incarner le rendu vériste de ses modèles dut séduire le roi Charles VII et son entourage. Les seules œuvres à l'établir suivent toutefois son retour en France. Première d'entre elles, l'effigie grandeur nature du très victorieux roi de France ne cède rien à la vision transparente de son visage ingrat, dont le regard égaré traduit une certaine lassitude. C'est que la puissance ne tient pas tant ici à la beauté du modèle qu'à la force de son attitude, monumentale, et encore amplifiée par le cadrage resserré et la stabilité triangulaire formée par son pourpoint. Cette commande établit que Fouquet est alors suffisamment estimé pour se voir confier la représentation publique du souverain. La nature de son statut n'est pas documentée,
mais il recrute désormais l'essentiel de sa clientèle, Étienne Chevalier, Simon de Vary, Guillaume Jouvenel, parmi les officiers qui forment le premier cercle du roi. La mise monumentale des portraits qu'il en tire conforte l'ambition sociale de ces hommes d'origine modeste qui convoitent du roi une charge, un titre, des terres, et espèrent maintenir leur position. Dès lors, obtenir du peintre le plus en vue de la cour un tableau, un portrait ou un manuscrit désigne leur appartenance à un cénacle cultivé qui cultive également le goût de l'entre-soi. Et ce sentiment est peut-être plus recherché encore que la seule transparence du pinceau de Jean Fouquet. Fils d'un juriste devenu secrétaire du roi, Étienne Chevalier naît à Melun vers 1410. Notaire et secrétaire de Charles VII en 1443, il est fait trésorier de France le 20 mars 1452. La plus haute charge financière du royaume lui impose de représenter sa position. Et tandis qu'il prépare son illustre livre d'heures, Jean Fouquet peint le diptyque destiné à la chapelle de son église natale. Le trésorier, introduit par son saint patron, reçoit la bénédiction du Christ-Enfant. Le peintre accentue le caractère visionnaire de la rencontre en opposant l'espace temporel d'une loggia, régie par l'art de géométrie, et l'espace abstrait et célestiel de la Vierge allaitante, trônant parmi les chérubins et les séraphins. Sur le cadre disparu, le chiffre du trésorier alternait avec des médaillons d'émail, dont seuls 2 ont survécu. Le premier représente l'élection des 7 diacres par la foule, sujet assez confidentiel de la vie de Saint-Étienne, pour penser qu'il appartenait en fait à un cycle d'épisodes de sa vie, destiné à valoriser le poids de l'intercesseur d'Étienne Chevalier. Le second médaillon est le portrait du peintre, coupé en buste et flanqué de son nom. Cet autoportrait devait faire figure d'une apparition discrète parmi le cycle émaillé du diptyque de Melun, dont il adopte la technique du camail d'or, propice à désigner l'antériorité des scènes de la vie du saint par rapport à son apparition sur le panneau. Présence discrète, certes, mais non moins preuve de la conscience de la dignité de l'artiste qu'avait acquise Jean Fouquet. La latinisation de Johannes suggère qu'il se présente comme un peintre lettré, dont Nicole Reynaud a montré qu'il savait le latin et n'hésitait pas à lire et relire les textes dont il assurait la mise en image. Sans doute le peintre avait-il fait preuve d'une démarche similaire pour concevoir le cycle émaillé de la vie de Saint-Étienne. Or, si le peintre revendique par cet autoportrait la paternité d'une œuvre d'exception, la conception même du diptyque et de ce portrait appelait en fait déjà son nom. L'initiative de l'autoportrait était-elle alors le fait du peintre, de son commanditaire ou des deux ? La question mérite d'être ouverte, car en attachant le nom de Jean Fouquet à la peinture de son diptyque, Étienne Chevalier montre aussi qu'il a le goût et les moyens de retenir les services du portraitiste de Charles VII, capable de traduire dans sa façon transparente l'image vivante de sa foi perpétuelle. À la fin des années 1450, la renommée de la main de Jean Fouquet est donc bien établie. L'essor du peintre profite et accompagne celui du cercle des notaires et secrétaires du roi, qui se reconnaît dans l'adoption de devises et d'initiales lacées, mais aussi dans la vision nouvelle que le peintre propose de leur individualité. Les débuts du maître du Boccace de Munich renseignent la volonté précoce du peintre de former un assistant capable de fondre son art dans le sien. Car, loin de s'attribuer les miniatures qui lui sont déléguées, le maître du Boccace enlumine d'abord à la manière et au nom de Jean Fouquet des œuvres dont celui-ci n'hésite pas à revendiquer l'autorité. En 1458, Laurent Girard, gendre d'Étienne Chevalier, commande un imposant manuscrit de l'œuvre de Boccace, dont la traduction relate les revers de fortune des hommes et femmes illustres. De façon exceptionnelle, le manuscrit s'ouvre par la représentation contemporaine du lit de justice de Vendôme, lors duquel Jean IV d'Alençon, accusé de haute trahison, fut condamné à mort en 1458. La méditation sur la morale du récit qu'avance son enlumineur est tout aussi personnelle que le visage de face qui, dans la foule massée à droite, interpelle le lecteur. Dans cet ultime autoportrait, Jean Fouquet se présente à un client qui n'a pas besoin de signature pour reconnaître en lui le témoin fiable et le peintre averti de l'actualité politique du royaume de France. Laurent Girard songeait-il un instant que les miniatures du reste du manuscrit ne seraient pas peintes de sa main, mais bien plutôt de celles du maître du Boccace de Munich. Quoi qu'il en soit, ses intentions et ses expériences ne sont pas celles du connaisseur qui parvient aujourd'hui à repérer la main du collaborateur dans le détail de réalisation d'un corpus entier. On ne peut alors que constater combien le Boccace de Munich ne produit pas une émancipation nette de l'art du récit historique que Fouquet initie au même moment, sans doute pour le roi, dans les grandes chroniques de France. Il en applique le procédé spatial essentiel, selon lequel une miniature peut illustrer 2 temps forts du récit, en les situant dans 2 espaces contigus, divisés par un mur vertical, et présentés l'un devant l'autre pour distinguer l'action principale
de l'action secondaire. Ailleurs, le maître du Boccace fait sienne la perspective curvilinéaire qui fait toute la vivacité des cortèges de Jean Fouquet, lesquels tournent devant l'œil du spectateur en suivant la courbe du dallage et l'orientation des chevaux. La réalisation du Boccace de Minnic est donc l'œuvre d'un enlumineur parfaitement formé à travailler à la manière et auprès de Jean Fouquet. Sa formation assure au peintre de pouvoir lui déléguer certaines commandes sans craindre de décevoir sa clientèle. Il peut aussi compter sur son collaborateur aguerri pour assurer à son tour la formation de jeunes assistants tels que Jean Colombe ou Jean Bourdichon. La récurrence parmi les œuvres que tous produisent de marques de fabrique, de caractères formels, de modes de mise en page et de modèles de composition compose l'image d'une production cohérente dans laquelle sa clientèle peut alors reconnaître l'art de Jean Fouquet. Situer l'activité conjointe de tous ces artistes dans un même atelier invite par ailleurs à mettre en évidence des collaborations plus étroites qu'escomptées dans la réalisation d'un manuscrit, voire d'une même miniature. C'est ce que suggère ici l'ouverture du 4e livre de ce manuscrit. Car tandis que le modelé pastillé des visages des héros rassemblés demeure parfaitement cohérent de l'art du collaborateur, le visage de Boccace relève en revanche une troublante analogie avec la structure osseuse ferme et émaciée, le nez affiné en pointe, les yeux tirés en virgule et le modelé luisant, un peu rougeau, des rois qui peuplent sous le pinceau de Jean Fouquet les grandes chroniques de France. Si l'on admet la possibilité pour le maître du Boccace de Minnic d'œuvrer au nom et à la manière de Jean Fouquet, il s'impose donc de réévaluer la part réelle prise par le peintre dans l'enluminure des œuvres Aguirre-Robertet. Pour autant que la réalisation de quelques miniatures ait été déléguée, ces œuvres Aguirre-Robertet illustrent de manière exemplaire ce que Jean Robertet, son fils François et ses pairs pouvaient considérer comme étant fait de la main de Jean Fouquet. Pour ces amateurs, la répétition de modèles qu'ils avaient pu apercevoir dans les œuvres d'Étienne Chevalier, la reprise systématique de son double registre, ou la floraison de petits ailés soutenant leur devise anagrammatique, appelaient le nom de Jean Fouquet. Les miniatures peintes par Jean Colombe entre 1465 et 70 étaient-elles perçues autrement ? Leur souci de cohésion formelle n'est peut-être pas seulement le fait du hasard. Jean Robertet les avait-il vraiment commandés à Jean Colombe, alors qu'il sollicitait au même moment de Jean Fouquet la réalisation des statues de l'ordre de Saint-Michel ? En tout cas, la revendication octoriale de Jean Fouquet sur les œuvres Aguirre-Robertet est d'autant plus explicite que la miniature de Saint-Luc dresse l'inventaire des talents du peintre. Patron des peintres, Luc était réputé pour avoir peint le portrait de la Vierge. Ce portrait figure sur l'établi comme un panneau de bois doré peint d'une Vierge en oraison. Son cadrage resserré évoque un type d'œuvre analogue à la Vierge et l'Enfant des heures de Simon de Vary. Celui-ci renvoie aux images d'une dévotion standardisée que le peintre pouvait aisément vendre sur l'étal de sa boutique. Cependant, l'étagère située au-dessus de Luc supporte une nature morte de livre et de fiole. La traduction du reflet de la fenêtre sur la fiole, à l'échelle d'un poil de pinceau, constitue une allusion sans détour à la maîtrise équienne de la lumière qu'avait acquise Jean Fouquet. À droite, le bœuf, attribut de l'évangéliste, approche de face dans une coursive. Le peintre démontre ici une maîtrise rare de la perspective albertienne, telle que l'avait ici pratiquée Masaccio de façon analogue, quoique peu flatteuse pour la nonne. Dans cette image déjà bien connue, le peintre fait état d'un art cultivé, qui se nourrit de l'illusionnisme mis en œuvre dans les anciens Pays-Bas et de l'étude mathématique de l'espace et du corps développée en Italie. Mais tandis que le décor explicite les qualités de son pinceau, l'évangéliste au centre ne pratique pas la peinture. Son regard se détourne du tableau, des livres et du bœuf pour se concentrer sur la rédaction de l'Évangile où il dresse le portrait de la Vierge par ces mots. Est-ce à dire qu'à travers son saint patron, Fouquet se figure tel le peintre lettré qu'il était, nourrissant la lente conception de ses œuvres et reléguant leur exécution à ses assistants ? Ce serait grossir le trait que de voir en Jean Fouquet une préfigure de Sol Lewitt à son bureau. Pourtant, l'exécution et l'invention composent à la fin du Moyen-Âge les deux faces d'une même pièce, celle de la réalisation de l'œuvre d'art. Cette étude a donc tenté d'estimer l'intérêt d'une approche décloisonnée de la notion d'autorité pour augmenter notre compréhension des pratiques artistiques de la fin du Moyen-Âge. Elle ouvre, je le crois, des pistes de réflexion sur la façon dont Jean Fouquet avait pu revendiquer l'autorité d'œuvres réalisées par lui comme par son atelier, dont cette autorité avait pu être reconnue, appréciée et renommée dans le milieu de la cour de France, et dont la mémoire de son art avait pu être transmise et interprétée par François Robertet. Je vous remercie.
Merci infiniment. Donc, le temps pressant, toujours. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin Riado. Donc, pendant qu'il s'installe, quelques mots d'introduction. Donc, Benjamin Riado est professeur agrégé d'art plastique. Il a soutenu en 2013 un doctorat d'esthétique et sciences de l'art à la Sorbonne, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Dominique Château, dont le sujet était Par Ergone, une herméneutique documentaire dans l'art contemporain, le cas du land art, thèse qui est en cours de publication aux presses universitaires de Vincennes. Ses recherches allient philosophie et esthétique, portent sur l'art contemporain, sa documentation, son esthétique et sa dimension médiatique. Il a notamment beaucoup travaillé sur Arthur Danto, donc ce dont on va se rendre compte dans sa communication. Il est par ailleurs un des fondateurs de la revue en ligne Proteus. Et donc, sa communication s'intitule « L'art conceptuel est-il thomiste ? L'exemple de Michael Craig Martin ». Voilà, donc Benjamin. Merci beaucoup Larissa et merci aux organisatrices de m'avoir permis de parler devant vous aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué, vu que Larissa vient de lire mon titre, le lapsus qui est le mien sur le titre du diaporama et qui traduit ou qui dénonce une sorte d'ambition démesurée. Je m'en tiendrai à l'étude de l'art conceptuel et pas de celui de l'art contemporain dans son entier. En tout cas, par ce titre, voilà, je voudrais essayer de tenter quelque chose, un rapprochement qui ne serait pas, comme on l'a vu ce matin, sur des critères formels, mais un rapprochement plutôt de nature intellectuelle, et donc à la lisière de la théologie, entre une œuvre d'art conceptuelle et évidemment une théorie, une production intellectuelle théologique, qui est celle de Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Et donc, je m'appuierai pour cela sur une seule œuvre, une œuvre en particulier, qui me semble convoquer, pour sa pleine compréhension, des points un peu techniques de théologie médiévale, tels que la doctrine chrétienne de la présence réelle. Ceci pour mettre en évidence, je l'espère, que le matériel artistique et les éléments de célébration de l'Eucharistie sont envisagés dans les mêmes termes par l'artiste, et on verra à quel gain, enfin pourquoi faire. Donc cette œuvre, c'est celle que vous voyez reproduite derrière moi, qui s'appelle An Oak Tree, un chêne, une installation de l'artiste conceptuel né en Irlande, Michael Craig Martin. Je dis né en Irlande parce que ses parents faisaient un point d'honneur à ce que leur enfant naquît au pays et reçoive une éducation catholique traditionnelle, alors même que le couple part s'installer très vite dès la naissance de l'enfant aux États-Unis. Donc ses parents ont si bien fait que Michael Craig Martin, qui a été aussi pendant plusieurs années enfant de chœur, a déclaré dans une interview n'avoir jamais rencontré un seul protestant avant d'arriver à Yale, l'université où il a étudié la peinture. Après ces années de formation, Michael Craig Martin, néanmoins, s'installe finalement à Londres, où il crée en 1973 cette œuvre emblématique, An Oak Tree, qui ne fut montrée pour la première fois au public qu'en 1974, dans une exposition personnelle à la Rowan Gallery au centre de Londres. Elle est aujourd'hui conservée à la Tate Moderne, même si on ne peut pas la voir en ce moment dans les expositions. Donc un mot de l'œuvre elle-même. Elle se présente, vous le voyez, comme un verre d'eau Duralex, tout simple, sobrement posé au centre d'une étagère de salle de bain, laquelle est fixée sur le mur de la salle d'exposition à une hauteur de 2,53 m, très précisément. L'artiste, vous le voyez, est très précis sur la configuration qu'il veut pour son œuvre. Il est notamment précis sur la quantité d'eau dont il souhaite le verre rempli. Le niveau doit donc être systématiquement fait quand l'œuvre est montrée au public. Dans la scénographie de cette pièce à la Tate, dont témoigne l'image, en dessous de l'étagère à gauche, protégée par une plaque de plexiglas, est donné à lire un texte en anglais imprimé en rouge sur fond blanc, dans lequel l'artiste se prête à un jeu de questions-réponses. Et initialement, en 1974, à la Rowan Gallery, le texte était imprimé sur des feuillets et posé sur une petite table non loin de l'installation, à la disposition des visiteurs. Donc vous voyez donc la vue d'exposition de la Tate. Donc c'est ce texte dialogué sur lequel je vais principalement m'intéresser. On peut en trouver des traductions en français, mais je les retraduis pour vous quand même parce que c'est mieux. Et je me permets de vous en donner lecture. Alors voilà comment ça se présentait initialement. Je ne sais pas si les
caractères sont déchiffrables. Enfin, je vous le lis en français. Pourriez-vous décrire ce travail dit l'intervieweur. Oui, bien sûr. Ce que j'ai fait, c'est changer un verre d'eau en un chêne adulte sans altérer les accidents du verre d'eau. Les accidents. Oui, la couleur, le poids total, la taille. Est-ce que vous voulez dire que le verre d'eau est un symbole du chêne ? Non, non, ce n'est pas un symbole. J'ai changé la substance physique du verre d'eau en celle d'un chêne. Ça m'a tout l'air d'être un verre d'eau. Bien sûr que ça en a l'air. Je n'ai pas changé son apparence. Mais ce n'est pas un verre d'eau, c'est un chêne. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez ? Eh bien, oui et non. Je prétends avoir maintenu la forme matérielle du verre d'eau, et, comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Cependant, puisqu'on cherche normalement la preuve de changement physique en termes d'altération de forme, là, une telle preuve n'existe pas. N'avez-vous pas tout simplement décidé d'appeler chêne le verre d'eau ? Absolument pas. Ce n'est plus un verre d'eau puisque j'en ai changé la substance. Dès lors, il serait inexact de parler de verre d'eau. On peut l'appeler comme on veut, mais cela ne change rien au fait que c'est un chêne. Est-ce que ce n'est pas comme dans l'histoire des habits neufs de l'empereur ? Non. Dans les habits neufs de l'empereur, les gens prétendaient voir ce qu'ils ne voyaient pas parce qu'ils s'y sentaient obligés. Là, je serais très étonné si quelqu'un venait me dire qu'il voit un chêne. Est-ce qu'il est difficile d'opérer le changement ? On voit le changement de stratégie de l'intervieweur. Pas le moins du monde. Il m'a fallu des années de travail avant de me rendre compte que je pouvais le faire néanmoins. Quand précisément le verre d'eau est-il devenu un chêne ? Quand j'ai mis l'eau dans le verre. Est-ce que cela arrive à chaque fois que vous remplissez un verre d'eau ? Non, bien sûr que non. Simplement, quand j'ai l'intention de le changer en chêne. C'est l'intention qui cause le changement. Je dirais même qui précipite le changement. Mais vous ne savez pas comment vous faites. Cela contredit ce que je crois savoir sur la cause et l'effet. On dirait bien que ce que vous affirmez avoir fait tient du miracle, n'est-ce pas ? Je suis flatté que vous le pensiez. Mais êtes-vous la seule personne capable de faire une chose pareille ? Comment le saurais-je ? Pourriez-vous apprendre à le faire à quelqu'un d'autre ? Non, ça n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. Vous semble-t-il que changer un verre d'eau en chêne constitue une œuvre d'art ? Oui. Qu'est-ce qui précisément est une œuvre d'art ? Le verre d'eau ? Non, ce n'est plus un verre d'eau. Est-ce le processus de changement ? Il n'y a aucun processus impliqué dans le changement. Le chêne alors ? Oui, c'est le chêne. Mais le chêne n'existe que dans l'esprit. Non, le chêne est physiquement présent, sous la forme d'un verre d'eau. De même que le verre d'eau est particulier, le chêne est lui aussi particulier. Concevoir la catégorie chêne, ou se figurer tel chêne en particulier, c'est ne pas comprendre qu'en définitive, le chêne nous apparaît sous l'aspect d'un verre d'eau. C'est simplement autant imperceptible qu'inconcevable. Est-ce qu'un chêne particulier a existé avant d'avoir la forme du verre d'eau ? Non, ce chêne n'existait pas auparavant. Je devrais aussi indiquer, ou préciser qu'il n'a plus et qu'il n'aura jamais plus d'autre forme que celle du verre d'eau. Combien de temps continuera-t-il d'être un chêne ? Jusqu'à ce que je le change. Voilà, c'est là, on arrive au bout du texte que je vous ai traduit intégralement. Donc, la transformation qui est revendiquée ici dans le dialogue par l'artiste, cette revendication, à mon avis, est soutenue par l'emploi d'une terminologie qui fait quand même référence à Thomas d'Aquin, alors que celui-ci essayait de penser le sacrement de l'Eucharistie. Et j'ai essayé de trouver une œuvre où on voyait un petit peu mise en scène cette Eucharistie, et cela m'a permis de passer de longues heures à trouver une représentation dans laquelle le verre ressemblait un petit peu à l'œuvre de Craig Martin. Donc c'est Ghirland Ayo qui a remporté la palme, même si j'aurais voulu trouver une œuvre plus ancienne. Voilà. En théologie, donc, je me permets ce petit rappel, l'Eucharistie désigne ce sacrement paléochrétien célébré par un prêtre et qui consiste à commémorer le sacrifice du Christ annoncé à ses fidèles lors d'un dernier repas, avant de passer de vie à trépas à résurrection. Au cours de ce repas, le Christ a exhorté ses amis à consommer du pain et boire du vin mélangé à de l'eau, en leur disant qu'il s'agissait en réalité de son corps et de son sang. Cet événement est donc rejoué, si l'on veut, à la messe, quand le prêtre rappelle les paroles du Christ en distribuant l'hostie, un moment qu'on appelle d'épiclèse, et qui convoque l'action du divin sur les aliments en présence. Et en les consommant, les fidèles sont donc liturgiquement, si vous voulez, invités à se rendre à la table du Christ en communiant, à goûter en quelque sorte la présence réelle
du Christ en eux et qui confère accessoirement la vie éternelle. Le point central de ce dialogue, et je pense, le dialogue que je vous ai lu, est le moment où il est répondu affirmativement à la question « Est-ce que changer un verre d'eau en chêne est une œuvre d'art ?» Il me semble que dès lors que Craig Martin impose subtilement un parallèle entre son action d'artiste et celle de changer une substance en une autre, il tisse de lui-même, il convoque une analogie entre son pouvoir et celui du prêtre célébrant la messe, tel que l'évoque Thomas d'Aquin. C'est pourquoi, à mon avis, il reprend dans ce faux dialogue une terminologie thomiste qui fait désormais autorité pour l'Église, et ce depuis le Concile de Latran en 1215. Cela rend légitime, à mon avis, une analyse un peu plus poussée de ce texte, dans la mesure où l'artiste envisage l'institution artistique sur le mode analogique comme le lieu d'une forme de sacrement, sacrement qui peut être défini à la façon d'Augustin d'Hippone comme une sorte de dualité. Augustin dit dans un sermon, le sermon 272, « Car autre est ce que l'on voit, autre ce que l'on comprend. Ce que l'on voit a un aspect corporel, ce que l'on comprend porte un fruit spirituel. » Et donc j'ai l'impression que c'est un peu ce dont il est question ici. D'une certaine manière, il y a deux façons de comprendre le phénomène de l'Eucharistie avant l'intervention philosophique de Thomas d'Aquin. Soit le pain et le vin renvoient au corps et au sang du Christ en figure, et évoquent donc un système de signes symboliques à charge pour le croyant de déchiffrer, soit il l'évoque en vérité. Et on assiste donc là à un événement réellement surnaturel qu'il appartient au croyant d'intégrer à sa conception de la réalité. Et il en va de même un petit peu pour l'œuvre d'art. C'est-à-dire que soit Craig Martin manie des figures, des symboles qui reprennent une certaine iconographie, soit il a vraiment fait ce qu'il dit et il devient une sorte de thaumaturge plus qu'un artiste. Donc au Moyen-Âge, avant Thomas d'Aquin, aucune de ces deux options ne l'emporte de façon définitive sur l'autre. C'est pourquoi il y a une sorte de gros débat, des querelles ecclésiastiques là-dessus. C'est pourquoi l'explication en quelque sorte médiane, on va le voir, de Thomas d'Aquin est adoptée par l'Église. C'est en tout cas cette théorie qui donne la clé de compréhension de l'œuvre. L'objection de l'artiste au soupçon de symbolisme, par exemple, qui est tout au début du dialogue, nous y renvoie directement quand il dit « Non, ce n'est pas un symbole. J'ai changé la substance physique du verre d'eau en celle d'un chêne. » Or, la stratégie de Thomas d'Aquin, de son côté, pour expliquer l'Eucharistie, à laquelle naturellement il croit, c'est de dépasser l'opposition entre figure et vérité. Ça se passe, à mon avis, en deux points, en tout cas si j'ai bien compris, parce que je ne suis absolument pas spécialiste de théologie médiévale. D'une part, il n'y a pas de corps et de sang physique du Christ à la place du pain et du vin dans l'Eucharistie. Il s'agit plus pour Thomas d'une réalité sacramentelle, c'est-à-dire produite pour la cérémonie, mais pas pour autant sensible à l'œil nu. D'autre part, quelque chose du pain et du vin a réellement changé. C'est là où sa position est médiane. Ce n'est pas qu'une affaire de croyance, mais ce qui a changé affecte la racine ontologique, sa façon d'être, du pain et du vin, qui continuent cependant d'apparaître comme tels alors que leur substance a changé pour appartenir au même ordre de réalité que le Christ, sans en être une simple idée spirituelle. J'espère que je me fais comprendre. Donc les thomistes parlent de conversion adductive, au sens où il n'y a pas eu de destruction de la substance puis création d'une autre. Le pain n'a pas cessé d'être du pain à un moment. On a cru au IXe siècle qu'il avait été remplacé par de l'air et ensuite qu'il était le corps du Christ. Mais il y a passage de l'une à l'autre substance en une seule action. C'est pour ça qu'il parle de conversion. Passage qui exprime littéralement le concept avancé par Thomas d'Aquin de transsubstantiation. Un trans exprime cette espèce de passage instantané. Et donc Craig Martin me semble y faire allusion d'une façon qui peut paraître espiègle quand il déclare « c'est simplement autant imperceptible qu'inconcevable ». Mais je pense que l'ensemble révèle quand même d'un esprit de sérieux. Pour le voir, je me propose de passer en revue assez rapidement, mais quand même, la proposition théologique de Thomas, qu'on trouve en deux endroits de son œuvre, principalement dans la Somme contre les gentils, partie 4, au chapitre 61-66, puis de façon un petit peu plus détaillée dans la Somme théologique, en partie 3a, et c'est les questions qui vont de la 73 à la 78. On peut résumer
sa doctrine en 5 points, et je vous rassure, seuls les 2 premiers m'importent ici. Le premier, c'est le plus important, c'est de considérer que la consécration rituelle convertit la substance du pain et du vin en celle du Christ sans toutefois en altérer les accidents. Le pain et le vin ont toujours l'être d'être du pain et du vin, bien que changés, ce à quoi on ne peut pas parler de théophagie, un terme employé plus tard par les protestants notamment qui n'y souscrivent pas. Sur ce point, Thomas synthétise des débats théologiques qui avaient fait rage à la période carolingienne au IXe siècle, entre par exemple Pachas Radbert, qui défendait que le corps du Christ était celui-là même qui était né de Marie, et Rabbin de More, qui estimait, lui, avec et contre Pachas à la fois, que le pain et le vin du sacrement agissent comme tels dans notre corps, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être du pain et du vin même s'ils ont changé de nature. Ils nourrissent notre corps, étanchent la soif et sont éliminés de la façon la plus prosaïque. Évidemment, intervient plus tard dans le débat Béranger de Tours, qui estimait quant à lui, au XIe siècle, que tout là n'était qu'une affaire de symboles. Les accidents, il soutient cette thèse qu'il sait hérétique par des considérations de physique aristotélicienne. Il estimait en effet que les accidents ne peuvent garder leur permanence d'accidents, alors que la substance qui leur confère elle-même change. Les accidents étant toujours reliés à la substance dont ils sont les accidents. Donc si elle change, il y a un problème. Thomas fait le point là-dessus à la question 75 dans la solution 2 et 4. Je cite : « Dans ce sacrement, il n'y a aucune tromperie. Les accidents discernés par notre connaissance sensible existent là réellement. Cette conversion n'a pas de sujet à proprement parler, mais les accidents qui subsistent ont une certaine apparence de sujet. » Donc il conserve une substance. Craig Martin, à mon avis, ne dit pas autre chose quand il dit « Je n'ai pas changé son apparence, mais ce n'est pas un verre d'eau, c'est un chêne. » Le point 2, le deuxième argument de Thomas, c'est après la consécration. Si les substances du pain et du vin ont disparu, leurs accidents subsistent néanmoins. Cela, Thomas l'affirme quand il revient sur le problème des accidents à la question 77, article 1, solution 3. Je cite à nouveau. De tels accidents ont acquis leur être individuel dans la substance du pain et du vin. Lorsque celle-ci est convertie au corps et au sang du Christ, ils subsistent par la vertu divine, comme accident doué de l'être individuel qui possédait précédemment. Ils ne cessent donc pas d'être singuliers et sensibles. Ainsi, il me semble que Thomas répond à Béranger. D'une certaine manière, c'est comme si Thomas disait que la première partie du mystère nous était révélée par les sens, puisque nous percevons effectivement la persistance sensible des accidents du pain et du vin. De façon tout à fait sophistique peut-être, l'artiste effectue le même mouvement en voyant comme un début de preuve le témoignage, là encore, des sens. Rappelez-vous, il disait « J'affirme avoir maintenu la forme matérielle du verre et d'eau, et comme vous pouvez le voir, c'est le cas. » Alors ce qui nous semblait au début comme une sorte de blague reprend en fait le mouvement d'un argument thomiste. C'est QFD. Ce qui posait surtout problème à Thomas était la question de la localisation. Comment une même chose peut-elle être en plusieurs endroits ? En l'espèce, comment le corps du Christ est-il au ciel et dans le pain ? Problème. La réponse de Thomas est de considérer qu'il n'est pas dans le sacrement comme dans un lieu, mais par mode de substance, c'est-à-dire qu'il se rattache au lieu par des dimensions qui ne sont pas les siennes, mais celles du pain et du vin. Cet aspect est répété par Craig Martin, car il y insiste, le chêne est physiquement présent sous la forme d'un verre d'eau. De même que le verre d'eau est particulier, le chêne est lui aussi particulier, à savoir qu'il occupe un lieu, le lieu même de l'espace d'exposition. Pour moi, donc, impossible d'aborder ce texte et cette œuvre sans y voir une référence appuyée à Thomas d'Aquin, j'espère vous l'avoir montré. Il y a d'une part le vocabulaire aristotélicien employé par l'Aquinate, quand il parle d'accidents et de substances, des termes qui sont conservés dans le catéchisme actuel sur l'Eucharistie. Ils proviennent néanmoins de Thomas, père de l'Église. Mais de plus, on peut voir que la forme même, sur le point de vue de la forme, le texte fonctionne comme un rappel un peu de la forme du traité de Thomas qui pose pour chaque article la question à traiter, puis il y répond point par point, fait objection, conclut, solutionne et passe à un autre point. Ainsi, dans la somme théologique se dégage la même impression de réponse dynamique et implacable du philosophe. Ce jeu référentiel, si on accepte de le voir comme tel,
arrangé de façon railleuse, ne tourne pas, à mon avis, l'Eucharistie à la farce. Néanmoins, l'artiste, qui raconte dans une interview avoir perdu la foi assez jeune, vers 19 ans, il a 33 ans au moment où il fait l'œuvre. Peut-être on peut y voir une coïncidence. Il pense quand même son œuvre dans l'espace pour imposer une sorte de mime de religiosité qui, évidemment, est forcément factice. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Puisque, souvenez-vous, l'œuvre est élevée à 2,53 m, donc d'une certaine façon, si on veut l'admirer dans l'espace d'exposition, il nous faut évidemment lever le nez en l'air, donc littéralement vers le ciel, si vous voulez. La diapo suivante, je vais sans doute pas avoir le temps de la commenter comme je le voudrais, mais on trouve, c'est une œuvre de 1970, on trouve quelques années auparavant, enfin avant Un Oak Tree, une préfiguration de ce travail de Craig Martin sur la croyance. Le dispositif, grâce au niveau de l'eau dans les bouteilles suivant un arrangement parfait, semble orienter notre perception afin que nous voyions une ligne traverser les bouteilles. Or, une telle ligne, évidemment, n'existe pas. Elle s'impose à notre esprit sans être réellement présente en tant que ligne. Matériellement, je veux dire. Donc, vous voyez, il y a déjà engagé cette idée que sur l'endroit où Craig Martin, sur ce qu'il pose sur des étagères, il y a quelque chose comme le lieu d'une croyance, dont souscrit ou pas le spectateur. Le tour de force, à mon avis, de réussir à faire des œuvres sur ce thème au moyen d'éléments entièrement ready-made, puisqu'il ne fabrique rien lui-même. Une pratique, le ready-made de l'art moderne, encore mal acceptée au Royaume-Uni et en Irlande dans les années 70, comme s'en souvient la critique d'art Dorothy Walker. De fait, l'irruption d'éléments non artistiques de l'art, tels que ces bouteilles de lait ou le verre Duralex de l'œuvre, oui, l'irruption d'éléments non artistiques dans l'art à plusieurs égards a eu l'effet d'une incursion du profane dans le sacré. Cette espèce de sacré que constitue à tort ou à raison le monde de l'art, notamment les lieux d'exposition. Et c'est là, sur ce point que j'aimerais revenir un peu sur Danto pour terminer. Le philosophe américain Arthur Danto, par exemple, n'a pas hésité à comparer la relation entre le monde de l'art et le réel, comme une relation entre cité de Dieu et cité terrestre. De même, conceptuellement, pioche-t-il dans le répertoire théologique pour développer cette intuition. Le titre de son ouvrage majeur des années 80, La transfiguration du Madal, s'en fait l'écho, puisque transfiguration désigne en théologie le phénomène par lequel les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, assistent au spectacle de la divinité de Jésus, transparaissant de sa personne, puisqu'il devient miroitant et brillant comme ça, en descendant de la montagne, alors qu'ils étaient sur le mont Tabor. Je trouve curieuse d'ailleurs cette juxtaposition sémantique entre les concepts de transfiguration et de transsubstantiation. Vous voyez que Danto n'utilise que le premier terme, et il utilise ce terme pour qualifier le phénomène généralement désigné par plutôt transsubstantiation. Peut-être parce que, venant de l'univers protestant, il ne reconnaît pas la validité de ce concept. Ainsi, quand il parle des boîtes Brillo, soustraites au monde réel par l'opération mécanique de Warhol, il se demande plutôt, puisque c'est une question, et le monde entier consiste-t-il en œuvres d'art latentes, attendant, comme le pain et le vin de la réalité, d'être transfigurés à travers quelque obscur mystère dans l'indiscernable de la chair et du sang du sacrement? Bon, peut-être ne s'agit-il pas là d'une confusion terminologique, puisque dans les deux cas, on a la même idée d'un passage ou d'un changement d'état concernant à la fois la personne du Christ et un objet. Le Christ resplendit, dans le cas de la transfiguration, d'une blancheur éclatante, dit saint Luc, tandis que dans le cas de la transsubstantiation, il fait partager sa présence réelle, eucharistique, sous l'espèce du pain et du vin. Donc c'est pas très grave, il y a Jésus dans les deux cas. Or, il semble que c'est l'art conceptuel, par son utilisation des ready-made et souvent du langage, qui profite le plus de cet effet de changement de statut du profane vers celui de la contemplation ou du sacré, si l'on veut. Cette idée est connectée à une autre, portée notamment par Bourdieu, suivant laquelle l'art en général profite d'un effet de sacré qui lui vient du fait que nos sociétés se sécularisent et que nous ne sommes plus guère portés à une forte religiosité depuis la fin du XIXe siècle. Dans cette perspective, l'art profiterait de notre énergie religieuse résiduelle
et nous porterait à envisager les œuvres exposées dans le respect qui était jadis celui réservé au sacré. Danto, j'y reviens, dit quelque chose dans ce goût-là à propos des lieux d'exposition eux-mêmes. Il dit, je cite, « On peut établir un parallèle logique entre ce qui délimite un espace sacré et ce qui délimite cette enceinte spécifique à l'intérieur de laquelle les événements sont classés officiellement comme appartenant à l'art. » De la même façon, il dit plus loin, ou de la même façon, non, réciproquement, les murs de l'église se transforment quasiment en murs de galeries d'art, eux-mêmes apparentés aux murs du théâtre, qui serait une transformation architecturale des enceintes du lieu sacré. Dans ces conditions, il est clair que, même sans avoir une dimension théologique cachée, à l'instar du chêne de Craig Martin, les œuvres d'art contemporaines, et peut-être encore davantage les œuvres d'art conceptuelles, bénéficient dès l'entrée du musée d'un environnement favorisant notre perméabilité au sacré. Je vais tenir le temps. Et d'une atmosphère souvent propice à la contemplation ou recueillement, suivant les intentions de l'artiste. Réciproquement, les églises, en retour, vous venez de l'entendre, accueillent des flots de visiteurs très largement incroyants qui portent un regard d'esthète sur les vitraux ou les sculptures que renferment souvent les églises. Donc c'est sans doute en toute conscience du phénomène que l'artiste anglo-saxon a imaginé ce pastiche de maître-autel, puisqu'on ne peut pas passer derrière, et c'est là où se déroule la messe. Il reste que l'expérience d'Eucharistie qu'il met en scène redouble ou met en abîme une transfiguration que Danto voit à l'œuvre dans les pièces qui procèdent d'objets extraits du monde réel pour être investis d'une signification nécessairement autre. Ainsi, si l'on veut bien faire mine de croire au pouvoir transsubstantateur de Craig Martin, dont on devine évidemment la malice, c'est parce que l'on a accepté d'avance qu'il s'agissait d'une proposition artistique, pas étrangère à une certaine poésie. Et puisque je parle de poésie, je me permettrai de conclure sur une note presque lyrique, en citant les propos de Tertullien, qui résume par sa formulation l'esprit qui anime conjointement, me semble-t-il, quelque chose de la religion médiévale et l'art conceptuel. Il proclame que, je cite, « La mort du Fils de Dieu est très croyable parce qu'insensée, sa résurrection certaine puisqu'impossible. » Merci. Merci infiniment et puis merci d'avoir tenu dans les temps. Donc on va s'accorder 10 minutes. On est déjà excessivement en retard. Bon, juste rapidement, ce que je trouve extrêmement intéressant à travers toutes vos communications, c'est qu'on voit comment le rapprochement, les correspondances entre art contemporain, enfin art des années 60-70 et art médiéval permettent à chaque fois de repenser autrement chacune de ces périodes, de revenir sur des idées reçues. Donc, avec Valérie, donc la question du carcan idéologique auquel a été associé l'art conceptuel. Dans le cas de Fouquet, on a une conception plus étendue de la main de l'artiste et un retour sur la revendication doctorialité de Fouquet. Et enfin, avec Benjamin, pour ma part, moi, ce que j'entends aussi dans tes propos, c'est que à travers cette notion de transsubstantiation, il s'agit finalement de replacer la substance au cœur de l'art conceptuel, et plutôt que d'aller justement dans le sens de la dématérialisation. Parce que, comme tu l'as dit très bien, le pain et le vin sont toujours là. Voilà. Alors, et puis merci aussi d'avoir fait allusion à Raban Mort, qui est quand même un peu à l'origine de toute cette aventure par le biais de l'exposition Make It New. Donc, comme le temps est extrêmement réduit, je vais encourager la salle à poser des questions. Thank you for this very compelling and fascinating presentations. I have two questions. One is to Benjamin Riado. And my question is, I found it compelling that you used theology in order to explain contemporary art. But I would like to invite you to consider the role of the art together with the theology, because the theology argues substance that lacks species, that lacks the appearance, that is combined with art that offers the species without the substance. And they coexist because the retable in front of which the Eucharist will take place would actually give the image for what the Eucharist lacks, which is the form. So then I would like, how would you really then elaborate your comparison? Because then you have aspects in which
partial visibility because the priest blocks from view the image, the imago, as he performs as the transubstantiation takes place. And what we see with the contemporary work is that transparency. It insists on transparency and en face. It is really frontal. So this is the one question. And the other question is for Valerie Mavridorakis. And my question is this. I'm a medievalist, and I'm fascinated with conceptual art, systems aesthetics, especially from this aspect of it, which is to explore, to activate relationships between people and environment. With the examples that you showed, it looked extremely solipsistic, in a sense, the artistic creation. And one aspect that really resonates between conceptual art and medieval art is this notion of the collective, that it's a collective practice and it involves people. So I would like to ask you about this social interactive aspect. Where is it in the works you showed us and how you see it? I begin or you? Allez-y. So about the collective aspect of conceptual art, I don't know how to answer, but of course a big part of the reception is given to the public. The public becomes very, very, very important, and it's a way to trust the artist and to enter in his will, to imagine, to believe, to act with the artist. And so the collective dimension becomes much more active intellectually and sometimes physically than contemplative. So I think it's the major aspect of conceptual art. To give a part to the public which is really, really important and which requires a kind of truth towards the work of art. Richard Wollheim, the British aesthetician, wrote about the act of trust toward the work of art, and this word trust is a kind of faith, actually. Well, to try to answer to your question, I would just stress the fact that Michael Craig-Martin doesn't refers to the ceremony itself, of the whatever happens into the church when there's Eucharisty and stuff, but it refers mainly to the theory behind it. So it refers explicitly to Thomas d'Aquin. Je sais pas le dire non. Thomas Aquinas. Because it doesn't have to speak, it doesn't have to do something, to act. You have noticed that his artwork is silent. There's nobody there. It's just an object. So it works as an intellectual object rather than a ceremony or some mimetic aspect of religion. I don't know if I'm answering, but I feel that because it's silent, it summons some kind of a poetic aspect of it, which is more important than to do like a religious thing or so. So it's just some kind of poetry. It's what I see in it. Une question, la dernière. Oui, merci. La question encore pour Benjamin Riadou. Alors, la question concerne d'abord un détail, mais qui me semble important, qui n'apparaît pas dans la discussion.
qui est celui de l'étagère. Parce qu'on parle du verre, mais on ne parle pas de l'étagère. Ça rejoint la question de Becerra sur la transparence, mais ça rejoint aussi toute la question du lieu. Un détail dans votre traduction qui m'a interpellée, à 2 reprises, il y avait le mot feel, et aux 2 reprises, la première fois, vous l'avez sauté. Le mot quoi, pardon? Feel. Feel. Sentir, ressentir. Le verbe feel. Ouais. La première fois, vous l'avez sauté, c'est peut-être la rapidité. La deuxième fois, vous l'avez traduit comme croire. Je pense qu'il y a quelque chose dans feel qui n'est pas croire. Enfin, I feel it is like that. Il y a une dimension qui relève du sentir. Et le troisième aspect, alors c'est 3 bouts, mais je pense que ça converge, vous pourrez trouver le lien. Quel est le rapport entre cet artiste irlandais vivant aux États-Unis et cet autre compatriote qui est Brian O'Doherty au Patrick Ireland, qui quelques années plus tard va travailler justement sur les rapports entre la dimension sacrale ou en tout cas du musée et dans ses textes sur le White Cube notamment. Alors tout d'abord sur sur les détails de traduction. What I feel, I know, j'ai voulu d'abord traduire par j'ai l'impression que, mais je ne sais pas si encore une fois c'est si fidèle à ce que vous croyez, à ce que vous pensez percevoir dans feel. C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça rejoint la question qui a été posée, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, c'est une opération intellectuelle, mais il y a aussi des aspects matériels qui se donnent à ressentir. Et ça, c'est de l'ordre de... vous n'avez pas commenté la hauteur non plus. Si, tout à fait. Ah, pardon. Alors, pardon. C'est pas grave. Oui, j'ai commenté un peu la spatialité de l'œuvre pour montrer que, en gros, il y avait, je pense, une sorte d'agoguer, c'est peut-être un peu dire, mais une incitation pour le spectateur à quand même lever les yeux vers cet objet volontairement en hauteur et peut-être se laisser séduire par sa transparence, à la fois celle de l'étagère et celle du verre. Sur le deuxième aspect de votre question, oui, sur Doherty. Je ne sais pas s'ils sont réellement compatriotes, puisque finalement, Craig Martin, il est juste né en Irlande et après il est parti aux États-Unis et il vit maintenant à Londres depuis 30 ans. Mais en tout cas, on retrouve chez les deux une sorte de conception de l'espace d'exposition comme une sorte de machine. C'est une machine à fabriquer la perception d'une chose comme étant artistique. Et tant mieux si on profite pour cela, pour faire fonctionner cette machine d'un liant qui profiterait d'une forme de sacralité. Il me semble que c'est ce qui est en question dans ces premières œuvres de Michael Martin. Pardon ? C'est bon ? Voilà. Bon, désolé, on est obligé d'arrêter là. On va reprendre à 15h et non pas à 14h30, donc on va décaler un petit peu toutes les séances. Et je propose, parce qu'on aura peut-être un peu plus de temps en fin de journée, que l'on revienne si éventuellement il y a des questions pour les intervenants de cette séance. Donc réservez vos questions. Voilà, merci infiniment. Et donc on se retrouve à 15h.